Oh, les boys and girls. J'espère que ça biche. On se retrouve pour une petite vidéo. Celle-là, beaucoup me l'ont demandé. Je l'avais fait donc en switcherie. Je pense que d'ailleurs je vais faire une petite playlist que je vais appeler plus communément les petits boulons du père Lulite, hein, ça ira. Voilà, ça va être simple. Je vais essayer de rechoper le vieux générique qu'on mettait en live, qui était très drôle, ou je vais peut-être essayer d'en refaire un. Enfin, Tu touches le RSA, tu as mis un logo M sur ton 320D et les ronds-points n'ont plus de secret pour toi. Retrouve tout de suite ta chronique présentée par Hamza, les petits boulons du père Lulite. Oui, mais moi, je veux préparer un GTS et dedans, et ben en fait, il y aurait surcharge qu'il faut. Ah ta gueule Jean-Kevin, laisse parler les professionnels. je vais voir. Je vais trouver un truc. Comme ça sera bi-générique. Enfin, on va partir sur ça. Donc, je pense que vous l'aurez vu, on va partir sur l'amortissement et le réglage châssis. Particulièrement en drift, mais ça peut servir en grip, en tout, vous donner des bases, savoir des choses. Donc on va partir sur des choses très simples. Je vais pas aborder la pneumatique, je vais pas aller trop loin, les poids suspendus, machin, etc. On va parler en gros de la géométrie dans son sens large et à quoi elle sert. Voilà, c'est le simple. On va commencer par un truc très simple. Sur une voiture, on va appeler ça déjà l'empattement. Alors l'empattement, qu'est-ce que c'est? C'est vous prenez l'avant de votre véhicule, vous prenez l'arrière de votre véhicule, vous prenez les roues, vous prenez l'axe central des roues, et ben entre l'avant et l'arrière, on a l'empattement. Voilà. Donc typiquement, une grosse berline ou une limousine a un très grand empattement, une Citroën Saxo ou une petite caisse, un petit empattement. Ça vient jouer en quoi? Surtout dans le drift, la stabilité de la voiture. Plus vous avez de l'empattement, plus la voiture, quand elle est sur son angle, donc en dérapage, elle va mettre du temps à faire ses transitions, mais elle sera extrêmement stable. C'est-à-dire que limite, vous pouvez lâcher le volant sans problème, avec suffisamment de gaz, elle garde une stabilité incroyable. A l'inverse, une voiture qui a un petit empattement sera très snappy sur ses transitions, donc elle ira très vite, elle sera très vive. Par contre, pour la garder sur l'angle, elle risque de tortiller un petit peu parce que elle est courte. Donc ça c'est l'empattement. Voilà, c'est très simple, c'est valable sur n'importe quelle voiture. Ça a d'autres, pour certains, avantages et inconvénients, mais dans le drift, je parle bien là dans le drift, ça va être les principales choses qu'on va trouver. Ensuite on a la voie, donc ça c'est très important. La voie c'est l'inverse, vous vous mettez en face de votre voiture, vous avez l'axe central de vos roues, à droite et à gauche, et c'est la distance entre ces deux axes. Plus une voiture a les voies larges, plus elle a pour le train avant par exemple, parce que c'est généralement ce qu'on élargit, plus elle a un train avant stable. Donc plus c'est facile de l'envoyer en glisse, plus elle est directrice. En gros, c'est un petit peu... j'essaie de vous trouver des solutions, mais comme ça, j'en ai pas. Mais en gros, c'est comme si vous mettiez des roues en plastique à l'arrière presque. C'est-à-dire que plus votre avant est large, plus il est directeur de l'arrière, quoi. Donc voilà. J'essaierai de trouver un petit truc pour imager ça. Mais c'est le plus simple. Donc là on a les bases. L'empattement, la voie. On va parler d'un truc. Désolé, j'ai plein de poussière dans les yeux avec le pollen et tout, c'est un délire. On va parler de l'angle de chasse. Je vais vous mettre des petites illustrations, hein, comme ça vous n'êtes pas perdus. L'angle de chasse, on va prendre l'exemple d'un vélo ou d'un caddie et d'une moto. L'angle de chasse sur une voiture, c'est vous avez votre amortisseur. J'en ai un là, mais il est dégueulasse, donc voilà. Plus cet angle est prolongé, plus votre roue va vers l'avant, plus vous avez de chasse. À la mer, il y a un gros chopper américain. Vous voyez que la roue est ultra loin, ils ont la fourche, elle pousse super loin. Ça donne une stabilité incroyable, et en fait, plus vous avez de chasse, plus votre roue va avoir un auto-alignement, c'est-à-dire qu'elle va se dire je veux aller tout droit. Donc ça peut être très pratique en drift, c'est-à-dire que quand vous êtes sur l'angle en train de déraper,
Si vous lâchez votre volant, vous allez avoir un très bon retour. C'est-à-dire que la voiture, toute seule, elle va vouloir corriger. Toute seule, elle va vous ramener le cul, mais elle va pas aller facilement de l'autre côté, puisque elle va se dire non, moi je veux aller tout droit. C'est pour ça qu'un ami aux États-Unis, un chopper, une fois que vous êtes en train de rouler, vous lâchez les mains, ça va tout droit pendant des siècles. A l'inverse, certains vélos comme les BMX ont très peu d'angle de chasse. Pourquoi? C'est pour faire des figures, pour tourner rapidement le. Vous avez déjà vu les mecs qui font des trucs de ouf avec les BMX. Et ben en gros, ça le rend très vif. Il va moins chercher à se mettre droit, mais dès que vous allez lui donner une incidence, donc dès que vous allez un petit peu tourner à gauche ou à droite, il va chercher à aller dans ce sens-là. Ça peut être très bien en drift, c'est que quand vous mettez votre voiture en travers, si vous voulez qu'elle aille vite chercher de l'angle, bah, la voiture elle va chercher à y aller toute seule. Pareil, dès que vous allez remettre du volant de l'autre côté pour votre transition, elle va chercher à aller vite de l'autre côté. Donc plus vous avez de chasse, plus elle va chercher à aller droit, moins vous avez de chasse, plus elle sera vive, elle sera très snappy. Ça, c'est les réglages de chacun. Le gros problème, c'est que généralement, plus on a des kits grand angle, vu qu'il faut de la place dans les roues, moins on met de chasse. Et en plus, ça aide à ce que on passe de, on va dire, je sais pas, une voiture qui braque à 35 degrés, 40 degrés d'origine, on passe à des angles à 75 degrés. Donc ça aide à changer d'angle plus facilement, de baisser la chasse en fait. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de votre technique, de ce que vous aimez conduire, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, on va parler du parallélisme. La chasse est valide pour l'avant ou l'arrière. L'arrière, j'ai vu des petites différences sur certaines voitures, c'est modifiable, ça dépend comment elle squatte et tout, mais pas beaucoup de voitures, la chasse peut être modifiée à l'arrière. Beaucoup les S-châssis, donc S13, S14, S15, on a des bras de chasse et tout. Les trois quarts des autres, voilà, mais c'est pas forcément le truc important à toucher derrière. Ensuite, on va parler du parallélisme. Ça, c'est valable pour l'avant ou l'arrière. On va parler d'ouverture et de pincement. L'ouverture, c'est quoi? Vos roues, elles sont comme ça. En vrai, elles sont pas vraiment comme ça. Selon les voitures, souvent les tractions, les roues, on va appeler elles pincent. Je vous le fais grossièrement, donc elles viennent se croiser. Ça, pourquoi? Parce que quand vous avez une traction, quand vous accélérez, vos roues, elles font ça. Elles vont vers l'arrière, c'est la force de la caisse. Une propulsion, c'est pareil à l'arrière. Une propulsion, ça pince un peu, parce que quand vous mettez gaz, vos roues avec la suspension qui s'écrase, les silent blocks qui travaillent, le couple, etc., vos roues, elles viennent se mettre comme ça. Là, c'est grossier, hein, ça bouge pas de 4 cm. Mais en gros, c'est le principe. Ensuite, vous allez avoir de l'ouverture. Ça veut dire que vos roues sont comme ça. On va voir les inconvénients et les avantages de chacun. En drift, dans 98% des cas, à l'avant, on met de l'ouverture. Donc on va faire ça en haut. Pourquoi? Déjà, ça aide à lancer la voiture. Quand vous êtes comme ça, dès que votre roue passe un cap de chaque côté, elle a envie d'être directrice. C'est-à-dire que si vous allez à droite, elle va avoir envie de vous emmener à droite. Si vous allez à gauche, elle va avoir envie d'aller à gauche. Ça va l'aider à se diriger gauche ou droite. Certains roulent avec beaucoup d'ouverture. Typiquement, les Anglais, ils roulent avec plus de 1 degré pour certains. Donc les caisses sont enroulables en ligne droite, la sortie dans tous les sens. Par contre, dès qu'ils la jettent, elle part super vite. Donc ça rend les voitures ultra vives. Tout le monde n'aime pas ça. Il y en a qui roulent avec les setups d'origine. Moi, généralement, à peu près toutes mes caisses, je roule généralement avec plus, donc c'est en degrés. Il y a degrés ou minutes, ça dépend ça dépend de votre fiche de géométrie, mais moi je roule entre plus 0,3 et plus 0,6 degrés. Tout dépend si c'est une voiture street, si c'est une voiture de piste, si j'ai un grand angle, enfin voilà. Généralement, plus elle se rapproche de la compétition, enfin plus c'est une voiture type compétitive, plus je vais mettre de l'ouverture, parce que j'ai besoin qu'elle soit ultra vive, parce que je vais avoir un grand angle, je vais avoir ce genre de choses. À l'arrière, à l'inverse, on met souvent de la pince. Mais j'en parlais dernièrement avec un pilote aux États-Unis, qui est plutôt connu, qui s'appelle Chelsea Denofa. Il m'expliquait qu'il voit de plus en plus de mecs qui roulent avec de l'ouverture. Donc, quand on pince à l'arrière, le but des roues arrière, c'est qu'elles soient le plus à plat possible pour passer le maximum de gomme, qui a un maximum d'appui au sol en drift, donc un maximum de grip. Sauf qu'on s'est rendu compte que si on les pince, déjà on a cet effet avec les chevaux qu'elles s'ouvrent, mais que si on garde encore un petit peu de pince, elles ont cet effet un peu ski, c'est-à-dire que la voiture se freine vachement,
mais que sur l'accélération, la voiture est vachement incisive, elle va chercher à aller vachement en avant. Elle va être beaucoup plus incisive dans les virages, elle va chercher à rentrer dans les virages. Et certains se sont rendus compte qu'au contraire, en mettant de l'ouverture, la voiture enroule vachement les virages. Au lieu de chercher à plonger à l'intérieur, elle cherche à enrouler vachement. Moi, j'ai essayé les deux, en vrai. J'aime pas beaucoup l'ouverture. Peut-être qu'avec certains châssis ça marche. Apparemment, avec les GT86, ça marche très bien. Je sais pas si Axel roule ce genre de setup, mais j'ai pas trop l'impression parce que je trouve que sa voiture est vachement grippeuse, va vachement chercher l'intérieur. Après ça, encore une fois, voilà, c'est du réglage qu'il faut mettre à profit selon la voiture, selon votre conduite, selon les pièces qu'il y a dedans, etc., etc. Généralement, la base, on met zéro d'ouverture, zéro de pince à l'arrière, on met le train arrière le plus neutre, ou à la rigueur un tout petit peu de pince, comme à l'origine, pour contrer cet effet, vu que c'est des propulsions. Et à l'avant, généralement, on met légèrement plus d'ouverture que d'origine. C'est-à-dire que si votre voiture vient d'origine avec, je sais pas, 0,10, on va dire, c'est ça, c'est son réglage d'origine, c'est 0,10 à droite, 0,10 à gauche, ça vous fait un parallélisme à 0,20, et bien peut-être que vous allez mettre 0,20 à droite, 0,20 à gauche, ça vous fait un parallélisme à 0,40. Juste un tout petit peu plus pour aider. Voilà, ça s'arrête ici. Commencez pas à partir dans des réglages de fifou, surtout si vous débutez. Si vous débutez, la chose la plus importante, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Ça s'appelle le carrossage. Le carrossage, c'est simple. C'est quand vous êtes face à votre roue, c'est son inclinaison. De toute façon, je mettrai tout au long des petites fiches, hein, comme ça vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. C'est son inclinaison. Plus le haut de votre pneu, enfin de votre pneu et votre jante est incliné, plus vous avez du carrossage négatif. Plus il est incliné vers l'extérieur, donc plus il ressort en gros de votre caisse, plus vous avez du positif. Dans 98% des cas, les voitures ont du carrossage négatif, ce qu'ils appellent le camber. Donc les voitures, quand on se met devant, elles sont penchées comme ça. Ça sert à quoi? Beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça sert. Beaucoup de gens mettent du carrossage parce qu'ils ne savent pas. À l'arrière, généralement, on met à zéro, c'est-à-dire pour que le pneu soit le plus à plat comme ça possible. Donc maximum de grip quand on est en charge. Donc maximum utilisation du pneu, c'est le mieux. Mais, on s'est rendu compte que certaines voitures, quand on met un petit peu louche, hein, quand on ouvre en grand, surtout celles qui ont 8 ou 900 chevaux, elles s'écrasent tellement qu'on prend quand même un peu votre carrossage positif, parce que c'est l'effet automatique. Plus vous écrasez, plus l'amortisseur vient comme ça. Et ben on met un tout petit peu de positif. Comme ça, quand la voiture s'écrase, paf, elle est légèrement, elle est bien comme ça, elle est bien droite. Donc ça, c'est quand vous commencez à avoir pas mal de puissance quand même. Mais c'est pareil, on met pas plus 1 degré. Dean m'avait envoyé ses réglages, je crois que c'était, lui à l'arrière, il était à plus 0,20 ou plus 0,30. Donc en gros, il est légèrement comme ça, et quand il appuie, il est bien à zéro. Ça, c'est pour le carrossage à l'arrière. À l'avant, on met du négatif. Pourquoi? Quand vous prenez votre voiture, que vous prenez un virage un petit peu serré, la voiture prend du roulis. C'est normal, c'est un effet classique. Sauf que votre pneu vient, entre guillemets, ce qu'on appelle passer sous la roue. Donc en gros, il vient passer sous la jante, parce que sa zone de contact plus son flanc vient s'écraser avec la force, la force sur centrifuge, hein, parce que on pousse la caisse vers l'extérieur, mais le pneu lui cherche à accrocher à l'intérieur. Donc on s'est rendu compte que pour contrer cet effet, il fallait pencher déjà un petit peu la roue. Du coup, en gros, on a cet effet un peu ski, entre guillemets. Donc le fait d'avoir sa roue qui est déjà perpendiculaire comme ça, quand vous allez vous mettre en appui, elle va toujours avoir ce petit angle et le pneu sera toujours bien. Pareil, je vous mettrai une petite illustration, ce sera plus simple. En drift, ça sert à peu près à la même chose, mais pas dans les mêmes situations. Parce qu'en drift, on n'est pas penché comme ça, puisqu'on est en travers et qu'on a les roues tournées. Donc les roues, si vous remarquez, en drift, les roues avant, elles sont toujours dans le sens de la route. C'est l'arrière qui pivote autour du train avant. Les roues avant, si mon virage il est à gauche, par là, mes roues elles sont par là. Si mon virage il est à droite, mes roues elles sont par là. C'est le cul de la voiture qui change à chaque fois de sens. Donc le cul tourne autour du train avant. Donc lui, le train avant, son but c'est de toujours être dans le sens, avoir les roues bien posées. Il y en a qui roulent avec un train avant gripper, il y en a qui roulent avec un train avant non gripper, il y en a qui sont amusés aux États-Unis à mettre des galettes à l'avant et montrer que le train avant, une fois qu'on a déclenché la caisse,
Il sert quasiment à rien. D'autres, c'est l'inverse. Ça dépend beaucoup des châssis, des pilotes, des réglages. Ça, c'est vraiment le petit feeling, quoi. Je dirais, c'est le feeling. À l'avant, il y a une thèse de mémoire, je crois que c'est les Japonais qui ont sorti ça, qui est vous prenez votre angle de braquage, donc vous le prenez à zéro, vous braquez à fond, ben en fait vous mettez à 60% environ de ce braquage, c'est généralement là où on va travailler, ce qui donne généralement environ 45 degrés de la voiture, ce qui est un angle techniquement parfait, c'est-à-dire que c'est l'angle où vous avez un très bel angle, mais aussi de la vitesse. Et bien à 60% de votre angle de braquage, donc quand vous êtes comme ça on va dire, il faut que votre roue elle soit le plus à plat possible. Donc si vous avez besoin de moins 3 de carrossage pour faire ça, bah, vous mettez moins 3. Si vous avez besoin de moins 6, vous mettez moins 6. Généralement, plus la caisse est haute, moins vous avez besoin de carrossage. Plus la caisse est basse, plus vous avez besoin de carrossage. Ça, c'est le B à bas du truc. Voilà. Donc généralement, on ne met pas du carrossage comme ça et on regarde. Parce qu'il faut aussi contrer l'effet des voilages. Plus vous sortez vos voies, plus vous prenez du carrossage. Plus vous baissez votre caisse, plus vous prenez du carrossage. Donc, si demain vous dites, tiens, je vais me faire une 46. Voilà, je vais me faire une 46 de drift. Et je vais rouler un an comme ça. Puis dans un an, une fois que j'aurai bien maîtrisé, j'irai au championnat en loisir. Vous mettez de la bonne pièce. Train arrière réglable, Wisefab même tout de suite. Enfin, tout ça, tout ça. Si juste vous montez les pièces et vous les réglez à peu près à l'œil, vous allez en chier. Parce que peut-être vous n'allez pas avoir un bon retour de volant. Donc vous allez vous battre dans la caisse. Peut-être vous n'allez pas comprendre parce que quand vous balancez la caisse, elle vient chercher tout de suite l'intérieur. Peut-être que quand vous êtes en travers, elle fait des choses bizarres. Enfin, c'est pour ça que c'est important de la passer au banc de géométrie une première fois. De faire ce qu'on appelle un réglage neutre. Donc généralement, c'est derrière, on met tout à zéro. Voilà, on se fait pas chier. Derrière, on met tout à zéro. À l'avant, généralement, ce qu'on fait, c'est que bah, avant de passer au banc, vous mettez à 60% de votre angle de braquage et vous venez régler votre carrossage pour qu'il soit le plus plat possible. Pareil de l'autre côté. Quand vous avez au banc, vous allez peut-être avoir moins 4,8 à gauche, moins 5,3 degrés à droite. Ben vous allez vous dire, bon, bah, je les ai réglés à l'œil, l'entre-deux c'est moins 5. Vous mettez les deux à moins 5. Vous mettez un peu plus d'ouverture. Encore une fois, pareil, il y a une règle que certains font, c'est qu'ils doublent l'ouverture d'origine. Encore une fois, si votre BM elle est à 0,14, moins 0,4, plus 0,14 d'ouverture, et ben vous pouvez mettre plus 0,28 ou 0,30 comme ça, voilà. Vous avez un setup de base qui est propre, qui est neutre, qui ne va pas vous rendre fou. Pareil, vos amortisseurs, les réglez pas en dur ou en souple, on va en parler là, mais mettez-les au milieu. Voilà. Mettez pas la voiture trop basse, laissez-lui peut-être 2 ou 3 cm pour qu'elle puisse un petit peu travailler. On n'est pas un concours tuning, il ne faut pas que la voiture soit posée au sol. Sachant que si vous sortez, qu'elle est posée au sol, puisque vous allez sortir, hein, c'est les débuts, vous allez tout défoncer. Regardez au championnat, il n'y a quasiment aucune caisse qui est posée par terre. Même celle de Dean, au final, c'est les ailes qui sont descendues. Si vous regardez bien, la caisse n'est pas si basse que ça. Il y a des mecs qui roulent en street avec des voitures, des Golf 2, des machins comme ça. Tu passes pas ton dos en dessous, quoi. Voilà. Mais on ne fait pas du tuning Jacos. Une fois que vous avez ça, ce réglage, vous allez rouler avec. Vous faites 1 ou 2 journées comme ça. Et ensuite, vous commencez à la trifouiller. Vous avez votre papier avec votre réglage de base. Dans tous les cas, vous pouvez revenir en arrière. Vous avez une formule qui marche. Là, peut-être, vous allez vous dire, j'aimerais bien un peu plus d'ouverture devant. Bah, vous allez lever la caisse sur circuit. Vous allez faire un tour de chaque côté. Un tour d'ouverture. Vous essayez. Ah, j'aime bien. J'aimerais peut-être un peu plus. Vous remettez un tour. Ah, là, c'est parfait. Mais j'aime pas le retour de volant. J'aimerais qu'elle soit plus vive. Bah, vous relevez la caisse et vous enlevez un tour de chasse. Vous allez rouler. Ah, bah là, j'ai enlevé un peu de chasse. C'est mieux. La voiture est beaucoup plus réactive quand je la. Voilà. Par contre, je trouve que je manque un petit peu de grip derrière. Eh ben, vous la levez, vous mettez un petit peu de pince. Pareil, vous fonctionnez un tour, un tour. Et là, quand vous avez essayé la caisse, c'est là où vous dites, oh putain, la caisse, elle est géniale. Là, vraiment, elle va bien. Je la sens bien, j'ai un bon feeling. Quand vous rentrez votre sortie circuit, là, direction le banc de géo, vous la mettez sur le banc, vous regardez les valeurs, vous égalisez les valeurs. Par exemple, si vous aviez moins 0,17 de pince à l'arrière et moins 0,11, et ben vous allez chercher un milieu. Vous dites moins 0,15, moins 0,15, ça commence à être pas mal pour que les deux soient équilibrés. Pareil, si devant vous aviez, bah, au final, j'avais moins 0,30, et bah là, avec un tour, j'ai moins 0,38, moins 0,36, bah, je vais mettre moins 0,40, plus 0,40, je veux dire, d'ouverture.
Et là, vous dites, voilà, la caisse, elle est bien. Du coup, vous avez un avant quand c'est neutre, un après quand c'est réglé pour vous, et vous avez vos feuilles de banc. Et vous gagnez du temps. Parce qu'au moins, vous savez ce que vous aimez. Si au final, vous dites, bah voilà, j'aime l'ouverture à l'avant, j'aime qu'elle ait un peu de pince à l'arrière, j'aime bien, bah tiens, 5 degrés de carrossage, j'aime bien, ou peut-être vous n'allez pas aimer, vous allez dire, par contre, j'aime pas, je vais enlever du carrossage. Mais au moins, vous avez un truc pour avancer, progresser. Que si vous y allez à l'arrache, vous savez pas ce que vous faites, vous tournez des trucs sur circuit, ou vous laissez un réglage qui peut-être est dégueulasse. Voilà, c'est comme si demain vous cherchez à apprendre à faire du vélo, un truc tout con, hein. Vous cherchez à apprendre à faire du vélo et il y a une vitesse sur le vélo. Et je vous dis, bah tiens, monte la côte. Bah, tu vas en chier à monter la côte. Ah, je te mets un dérailleur 37 vitesses, mais tu sais pas l'utiliser, il est pas réglé, tu sais pas. Tu vas en chier tout pareil parce que tu vas rester sur une vitesse et puis voilà. Donc il faut faire ça, mais intelligemment. Et ça peut marcher aussi bien sur un montage merguez à 500 € avec des pièces pas chères qu'un kit full réglable dans tous les sens à 3000 balles. Parce que d'origine, vous pouvez toujours régler votre carrossage. Souvent, il y a un système pour régler les chasses pour pas trop cher, que ce soit sur BM ou autre. Vous pouvez régler votre ouverture d'origine à l'avant. La pince derrière n'est pas toujours réglable, mais acheter des bras de carrossage, c'est le minimum pour mettre votre carrossage à zéro. Déjà, ça vous coûtera moins cher en pneus. Vous gagnerez en grip et en feeling. Parce qu'une voiture qui grippe, c'est une voiture qui vous donne du feeling. Surtout si vous roulez sous la flotte. Voilà, ça c'était pour la partie globale de la géométrie. Avant de passer aux amortisseurs, je vais parler d'un truc que pas tant de gens que ça connaissent. Je vais parler de l'angle Ackermann. Donc oui, c'est allemand. Non, même pas, c'est anglais. Enfin, c'est un Allemand qui a inventé ça en 1700, je sais plus combien. Mais c'est son agent ou un truc comme ça qui, quand il a déposé le nom, il l'a mis à son nom. Voilà, Rodolphe, je crois, Ackermann, un truc comme ça. Donc voilà, au final, c'est un anglais-allemand, machin, bref. Ça vient quand même des années 1700, hein, ça vient des calèches. C'est le même principe qu'un différentiel, mais pour le train avant. Je vais vous expliquer, ça va être très simple. On part du principe qu'on a à l'arrière des roues qui nous poussent. On est sur une propulsion. On a aussi cet angle sur une traction. Mais on va dire que la voiture, dans tous les cas, nous pousse ou nous tire dans une direction. Quand vous voulez tourner, on est d'accord que votre voiture a une voie, une largeur. On va dire qu'elle fait 2 mètres de large. La roue intérieure et la roue extérieure ne vont pas à la même vitesse. Jusqu'à là, on est d'accord. Sauf que si elles tournent en même temps, si elles sont au même endroit, et ben vous allez bourrer votre train avant. C'est-à-dire que la voiture glisse. Elle va glisser au sol. Une voiture qui a 0 d'Ackermann, donc qui a les roues parallèles, comme on dit, si vous la prenez en grippe, elle sera dégueulasse parce qu'elle bourre. Dès que vous allez dans les grandes courbes, ça va aller, mais dès que vous allez commencer à approcher de la courbe un peu plus serrée, pas sans aller une épingle, mais déjà de la route un peu serrée, le train avant, il va commencer à glisser. Vous allez tout le temps perdre votre train avant. Il y en a plein qui ont des problèmes comme ça, entre autres en rallye, parce qu'ils mettent des barres avant réglables, des trains avant réglables, ils mettent 0 d'Ackermann d'origine, et c'est dégueulasse à rouler, quoi. Ou alors il faut être super incisif, c'est-à-dire il faut jeter la caisse et tout. Voilà. En drift, nous, ça va nous servir à 2 choses. On a ce qu'on appelle un Ackermann positif et on a ce qu'on appelle un Ackermann négatif. On dit qu'il y a toujours une roue qui traîne. Ça veut dire que quand vous êtes en dérapage, donc on va dire que je suis en dérapage dans un virage à gauche, ma roue qui traîne, c'est celle qui est à l'intérieur, puisque en gros, elle traîne au sol. Si je suis dans un virage à droite, c'est ma roue droite qui traîne, puisque la roue avant est guide. Donc on dit toujours que la roue traînante a un Ackermann positif ou négatif. Je vous prends un exemple. Votre roue droite, quand je suis comme ça, elle braque à 50 degrés. Voilà, c'est-à-dire que là, je suis en train de tourner, je suis à 50 degrés. Si j'ai 15% d'Ackermann positif, ça veut dire que je vais avoir une roue qui va soit pincer, soit en négatif ouvrir. Donc en gros, j'aurai pas mes 2 roues parallèles, j'en aurai une comme ça ou une comme ça. C'est pour ça que souvent quand vous braquez avec votre voiture, il y en a une qui braque plus que l'autre. Et vous dites, c'est bizarre ça, il y a une roue qui braque plus que l'autre. C'est fait pour. Selon la position de la crémaillère, selon sur certains modèles et surtout en drift les réglages, ça va jouer beaucoup. En gros, si vous avez la roue traînante qui ouvre, donc généralement c'est du positif, ça dépend de l'emplacement de la crémaillère. En fait c'est la même chose, mais si la crémaillère est devant, de mémoire je crois que c'est positif et négatif. Si la crémaillère est derrière, c'est l'inverse, c'est négatif et positif. Mais en gros, c'est soit elle ouvre, soit elle ferme.
par rapport à celle-là. Donc en gros, soit elle braque moins, soit elle braque plus. Si elle braque plus, quand je vais tourner, la voiture, cette roue, la roue traînante, va chercher à pousser ma voiture vers l'extérieur. Donc c'est bien quand vous avez envie que la voiture pousse à l'extérieur et enroule. Par exemple, de la Curman comme ça, plus de l'ouverture, la voiture va être super snappy, va beaucoup enrouler ses virages. Mais ça veut dire que vous n'allez pas aller forcément vite. Donc il va peut-être falloir arriver plus vite. Vous allez peut-être avoir plus de mal à décoller dans le virage. Donc, encore une fois, c'est des choses à tester. À l'inverse, un Ackerman qui ouvre, donc qui braque moins comparé à ma roue, c'est généralement comme ça sur 80% des caisses. La roue, elle braque toujours un petit peu moins. Et ben, vous allez avoir une voiture qui va chercher à venir et être incisive. Donc, elle va rentrer dans le virage. Elle va chercher à venir à l'intérieur. Généralement, c'est ça avec 90% des caisses. Souvent, on parle de la roue traînarde. Certaines voitures, de mémoire, je crois que c'est de la E30 à la E36 que ça a changé, mais c'est pas ça la roue suiveuse, parce que les trains ont changé. Donc en gros, c'est la roue de devant qui braque un petit peu moins que l'autre. Ça, c'est en soi. Voilà. Mais en drift, on cherche surtout cette roue traînarde. Beaucoup ne font pas attention, beaucoup gardent de l'Ackerman, certains en enlèvent, certains préfèrent rouler avec les roues parallèles. Du coup, ça annule un petit peu cet effet de direction, ça rend la direction beaucoup plus neutre. Donc en gros, la direction sert vraiment à déclencher. Et quand vous guidez, elle va pas chercher à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est à vous de décider, c'est à vous d'emmener la voiture un peu plus. Elle va être moins, elle va avoir moins de caractère. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est comme le train arrière. On met tout à zéro pour donner du grip, mais la pince, tout ça, on n'y touche pas pour pas que la voiture ait un caractère trop dur, trop difficile. Une voiture avec un poil de carrossage, un poil trop de grip, pas assez d'ouverture haute, ça va être une voiture qui peut avoir beaucoup trop de caractère où vous allez galérer à l'emmener. Ce qui fait que vous n'allez pas être compétitif. Si une voiture, vous avez du mal à la déclencher, qu'elle grippe beaucoup, mais une fois qu'elle grippe, vous avez du mal à la gérer, ça sert à rien. C'est inutile. Parce que vous allez plus vous battre qu'autre chose et arriver en championnat, bah vous allez rater votre déclenchement, vous allez taper un regrip, ou alors vous allez saccader. Enfin, il faut être fluide. C'est bien d'avoir du grip, c'est bien d'avoir une caisse compétitive, mais c'est bien d'être à l'aise et être fluide. Avoir une caisse où on se bat toutes les 5 minutes, ça sert à rien. Bref, on va parler des amortisseurs. Je vous vois venir. Je ne vais pas parler de marque, de modèle, de Max Speeding Road, de je ne sais pas quoi. Non. Tous les amortisseurs se valent de 300 € à 6 000 €. C'est des amortisseurs. Ce qui va changer, c'est la qualité, bien évidemment, les réglages, bien évidemment, les matériaux utilisés, et bien sûr sur le modèle où on le met. Il y a des modèles où il faut couper, souder des tourelles, il y en a c'est juste de vis, il y en a c'est... Voilà. Certains modèles sont plus chers que d'autres de toute façon à fabriquer, et c'est comme ça. On va parler d'une chose simple. L'amortisseur, il se compose de quoi? Et bien, votre amortisseur, c'est simple. Il y a un ressort et il y a une seringue. Voilà. Tout le monde a vu ce que c'était une seringue. Ben, vous imaginez, vous mettez de l'huile dans une seringue. C'est comme si vous bouchez le bout de la seringue. Ben, quand vous appuyez sur la seringue, ça vous crée un amortissement. C'est comme une seringue avec un joint d'huile à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Sur les modèles réglables, vous avez des flux pour laisser passer plus ou moins d'huile en haut et en bas. Donc, c'est à ça que sert la vis de réglage. Vous avez une voie, 2 voies, 3 voies, c'est selon tous les réglages que vous pouvez faire. Donc il y a précharge, précontrainte, donc il y a précharge, ce qu'on appelle précharge au ressort, et précharge hydraulique, donc à l'intérieur. Désolé, j'ai plein de poussière, c'est le pollen plus poncé, plus tous ces trucs-là. Donc la précharge, ou encore appelée la précontrainte, c'est simple, c'est la façon dont votre amortisseur va s'enfoncer dès que vous allez monter dedans, ou dès que vous allez lui mettre une charge statique. Vous voyez, quand vous rentrez dans votre voiture, elle descend un petit peu. Moi, un petit peu plus que d'autres parce que je fais 125 kg. C'est sûr que Bobby qui fait 50 kg, voilà. Mais pour ceux qui ont des motos, ils le voient tout de suite. Et ça, c'est important, c'est encore plus important de le régler sur une moto. C'est pour ça que c'est réglable. Parce que ça joue sur l'assiette de la moto. Ben là, c'est pareil. Un gars qui fait 120 kg comme moi, quand il rentre dans la voiture de course, je vais forcément écraser le côté gauche. Jean-Guy qui fait 50 kg, et ben, c'est pas bon non plus qu'il écrase pas le côté gauche. Donc si moi je mets une grosse précontrainte, ça va pas être bon, parce que lui quand il va monter dedans, il va rien se passer. Mais à l'inverse, moi si je monte dans sa caisse, donc du coup la voiture elle va être comme ça. Et elle va pas travailler droit. Donc c'est à ça que ça sert la précontrainte.
Sur une voiture, c'est plus dur à travailler parce que ça dépend des poids, de qui rentre où, s'il y a un pilote, un passager, etc. En drift, quasiment personne l'utilise. Tout le monde met le ressort à peu près comme ça, et puis voilà. Mais c'est quand même important de mettre une précontrainte au ressort. Faut pas que votre ressort se balade. C'est-à-dire que plus vous allez mettre de la précontrainte à votre ressort, moins il va s'écraser tout seul tout le temps, il va se balader, et moins votre voiture va s'enfoncer. Il faut savoir que la dureté d'un ressort, c'est pas ce qui fait spécifiquement votre dureté d'amortisseur. C'est le contribut, d'amortisseur, pardon. C'est le contribut, mais c'est pas ça. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui mettent 6 kg, 8 kg, 7 kg, 9 kg, c'est par millimètre. En gros, c'est votre ressort. À chaque 9 kg, il descend d'un millimètre. Donc quand vous lui mettez, bon, là il y en a 4, hein, donc c'est beaucoup moins, mais grossièrement, si vous prenez un amortisseur de 10 kg, que vous montez et que vous faites 50 kg, et ben il va descendre de 5 millimètres. Voilà. Si vous prenez la même chose, mais au lieu que ce soit un 10 kg, c'est un 5 kg, ben il va descendre de 1 cm au total. Donc ça joue sur déjà la précontrainte, sur l'enfoncement de votre caisse, sur la réactivité. Voilà. Donc il ne faut pas prendre trop dur, il ne faut pas prendre trop souple, il faut prendre juste ce qu'il faut, mais bien le régler. C'est-à-dire que pareil, si vous ne lui mettez pas de précontrainte, on va dire que s'il y a 1 cm avant que votre ressort s'appuie, quand vous allez monter dans la caisse, déjà votre amortisseur il va descendre d'1 cm, donc il va déjà travailler moins dans sa zone, donc il va travailler plus bas. Plus si vous avez un ressort par exemple trop mou, ben, il va descendre encore plus. Et sur des détentes, donc si vous prenez des sauts ou autre ou ce genre de choses, et ben votre amortisseur il va claquer, c'est-à-dire qu'il va mal travailler. Donc ça c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Ça c'est précharge et ressort. On va parler. Alors, j'en entends beaucoup parler à tort et à travers compression détente. Voilà. J'entends plein de gens qui me disent j'ai réglé ma compression, j'ai réglé ma détente, machin. Généralement sur tous les kits entre guillemets à plus de 1000 euros, vous avez des réglages de voix. Plus de 1000, 1200 euros. Donc vous avez la molette et tout. Vous pouvez régler votre compression et votre détente. Certains, vous pouvez régler aussi la précharge hydraulique. Donc en plus de la mécanique, avec le ressort et la, entre guillemets, la rondelle de précharge, vous avez aussi ce réglage en plus. Ça, c'est quand vous avez du 3 voies, quand vous commencez à avoir des... Honnêtement, à notre niveau, surtout en drift, il y a que des grands pilotes comme James Dean, machin, qui ont déjà fait tout le tour des réglages avant de commencer à chercher ça. Maintenant, déjà, vous avez un truc avec un réglage une ou deux voies déjà, c'est déjà le bout du monde. Si vous avez fait votre bon choix de ressort, vous avez fait une bonne précharge, déjà vous avez fait 50% du taf. Maintenant, compression détente. C'est assez simple. La compression, comme son nom l'indique, c'est comment l'amortisseur va se presser vers le bas. Donc quand vous, par exemple, vous allez vous prendre une bosse, vous allez redescendre, donc l'amortisseur va s'écraser, et ben c'est sa vitesse à laquelle il absorbe cet enfoncement. Donc on peut aussi appeler ça la... Alors c'était quoi? C'était l'effet d'amorti. Il y a plein de noms pour la même chose. Il y a l'effet d'amorti, l'effet de rebond. L'effet de rebond, c'est la détente, forcément. Mais en gros, plus vous allez mettre du tarage là-dessus, plus votre amortisseur, il va être sec. Ce qui est bien et pas bien. Parce que bah, du coup, la voiture va moins travailler. Et dans certains cas, elle peut rebondir un petit peu. Elle peut vous faire cet effet un peu... elle rebondit parce que c'est trop dur, en fait. Donc c'est le ressort qui renvoie tout de suite. Donc ça, c'est important de ne pas le régler trop dur, mais de ne pas le régler trop souple non plus. Par exemple, une voiture de drift, admettons que vous avez un saut comme un Ebisu, donc le grand saut. Si vous avez l'avant très dur, l'avant peut un peu rebondir et vous pouvez perdre un petit peu le train avant. Si vous avez l'arrière trop souple, bah, l'arrière peut carrément s'écraser. Et ça peut être bénéfique parce que ça peut vous donner beaucoup de grip parce que vous avez l'appui au maximum. Mais ça peut être l'inverse, ça peut vous donner tellement de grip avec l'avant qui sautille que l'avant revient. Donc ça, c'est la compression. La détente, et bah, c'est l'effet inverse. Non, je déconne, j'ai déjà fait celle-là. Donc en fait, la détente, c'est votre effet à ce que votre... ou l'effet de rebond, c'est l'effet que votre amortisseur va avoir et le temps à remettre votre amortisseur à son état normal. Encore une fois, vous prenez une bosse, si l'amortisseur oscille pendant 500 ans, vous allez avoir la gerbe.
Le but, c'est que votre amortisseur, il se dise, bon, on était là, on s'est écrasé de 5 cm parce qu'il y avait une grosse bosse et tout. Moi, il faut vite que je me remette là, pour qu'il y ait une bonne tenue de route. Pareil, trop vite, ça peut vous recréer une détente inverse, donc ça peut faire un petit peu sauter le cul ou faire un effet sac à dos un peu bizarre. Pas assez vite, bah, la voiture elle va mettre du temps à répondre, elle va être à moitié mollassonne, etc. Là, vous avez 98% des réglages, que ce soit pour du drift ou du grip. On a parlé de chasse, on a parlé de carrossage, les voies, machin. Toute la géo de la caisse est faite à 98%. Bien sûr, il y a toujours des petites choses infimes, les angles de pivot, les machins, etc. Mais ça, c'est vraiment si vous allez loin, si vous faites vos pièces vous-même, etc., etc. Mais demain, vous achetez un train avant réglable ou grand angle. Vous achetez ne serait-ce que des barres pour régler le carrossage et la pince à l'arrière sur vos caisses. Vous achetez des bons amortisseurs. T'as tout là. T'as tout pour faire un bon réglage, pour faire une bonne caisse. Et ça, c'est valable aussi bien en vrai que sur simulateur. Sur simulateur, moi je fais exactement pareil. Je prends une caisse, généralement je mets tout l'arrière à zéro. Je braque un petit peu à l'avant pour voir comment ça braque. Je joue sur le carrossage. Je mets un peu d'ouverture. Je sauvegarde mon réglage. Je vais rouler. Je vais rouler comme ça sur Assetto. Selon comment est la caisse, j'aime bien, j'aime pas. Je remets de l'ouverture, je remets de la pince, je gère un petit peu. Je durcis un peu les amortisseurs, mais je pars toujours sur une base neutre. Par pitié, faites ça en vrai. Partez sur une base neutre. Et les pneus, même si on fera une vidéo, j'ai vu que Chouf avait sorti une petite vidéo sur la chaîne Switch, sur la principale. Euh, Quand vous avez des pneus, commencez pas dans des pressions cheloues. Mettez pas 5 bars alors que vous avez 400 chevaux. Mettez pas un bar alors que vous en avez 150. Soyez logique. Si vous êtes sous la pluie, vous savez que sous la pluie ça glisse. Il faut savoir que plus un pneu est tendre, type semi-slick, etc., plus il va chauffer vite, plus vous pouvez baisser sa pression parce qu'il va mordre au sol. Mais il faut des chevaux. Donc oui, vous pouvez mettre un bar dans un semi-slick très tendre, genre un Valino pluie là, spécial. Mais par contre, sur votre pneu de route, il ne faut pas lui mettre un bar parce qu'il va s'écraser, il évacue pas, il n'est pas assez tendre, vous allez faire de l'aquaplaning. Au contraire, il faut le surgonfler parce qu'il vient trancher dans l'eau. Donc par exemple, moi des pneus que j'aime bien, même si je ne suis pas sponsorisé, hein, si vous voulez envoyer de la thune Uniroyal, si vous passez par là, c'est avec plaisir. Mais Uniroyal Range Sport 5, ça existe de mémoire en 14, en 15, en 16, en 17, en 18. Je crois même en 19. Donc, t'es bien. Si t'as 200 chevaux, t'as un petit 325i ou une Mercedes, un truc qui fait dans les 200 bourrins, tu te prends une paire d'Uniroyal en 15, tu les mets à 2 kg, enfin 2 barres 5 à l'arrière, tu vas rouler avec ça. Tu peux te mettre la même chose devant, ou des Smithslick si t'as un peu de support des Smithslick, mais ça devant, que ce soit sur le sec ou sur la pluie, c'est très très bien. C'est vraiment très bien. Tu commences avec ça, une caisse neutre, même si t'as fait du simu, même si t'as déjà fait un peu de drift, t'es bien. Il y a des pilotes qui font du championnat, il y a des pilotes qui ont des caisses de 800 Vauche, il y a des mecs, ils n'ont pas de réglage châssis, ils n'ont pas de bons pneus, ils font de la merde. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a plein comme ça, et pas qu'en France, hein. J'en vois en France, mais dans d'autres pays aussi, hein. Angleterre, États-Unis, machin, ils font pas de réglage châssis, pas de géo, les amortisseurs, ils montent ce que Pierre-Paul Jacques a monté sur Internet. Fais ton réglage châssis avant d'aller rouler, avant de mettre de la puissance, pitié. Alors je sais que cette vidéo va être longue, je sais même pas, on a dû dépasser les 30 minutes. 40 minutes, voilà. Est-ce que je la sors une fois, deux fois, 12 fois? 40 minutes, ça va vous faire chier. Au pire, je mettrai des sections, parce que là, 40 minutes d'un coup, ça va être dur à digérer, mais j'essaierai de faire des times sur le... Je ne sais pas du tout comment on fait, mais Internet est mon ami, je vais bien trouver un tuto. Mais voilà, ça c'est au moins pendant 40 minutes, on a parlé de tout ce qu'il faut niveau châssis. Prochaine fois, j'essaierai d'aborder des pneus. Je voulais aborder des pneus, donc je pense pas que je réussirai à faire ça fin d'année. Mais je voulais essayer de choper une paire de Smithslick, ne serait-ce qu'en 17, de chaque marque. Donc du Zeknova, tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne pour qu'on aille essayer ça avec une seule et même bagnole, que ce soit les Stress, que ce soit n'importe quoi. Et voir un petit peu les différences entre les pneus, voir ce que ça apporte, ce que ça apporte pas, les biens, les moins bien, etc. Le problème, c'est que pour acheter tous ces pneus, tu te doutes bien qu'il y en a pour au moins 1000 balles, voire 1200 balles. Donc je ne te cache pas que j'ai pas envie de mettre 1200 balles tout de suite.
Donc je verrai peut-être l'année prochaine, essayer de faire ça, faire un petit test des pneus. Mais on parlera aussi pneumatique, comme ça vous saurez un peu tout, les tailles, les dimensions, le treadwear, on parlera un petit peu de tout ça, et je pense que déjà on aura fait le tour châssis, et je pense que la prochaine fois on va parler des ponts soudés, ponts autobloquants, etc. J'en souderai en direct, comme ça aussi on sera pas trop mal. Et voilà, je pense que vous aurez fait à peu près le tour d'un châssis, que ce soit par le pneu, le différentiel, les amortisseurs, les réglages, euh, le châssis, normalement, on a fait le tour. Voilà. Je vais faire aussi dans les prochains temps, je vais en profiter d'aller chez Guigui pour récupérer ça. Je vais faire un comparatif turbo-compresseur. Comment bien choisir son compresseur, comment bien choisir son turbo. Avec les méthodes de calcul qui apportent quels chevaux on a à peu près, quand on charge, blablabla. Donc ça, je vais essayer de faire ça au retour de vacances, parce que c'est pareil, ça va être une vidéo qui doit bien faire 30-40 minutes. Donc voilà. Allez, pissou hein.